La rupture conventionnelle, Kesako, on en parle beaucoup, on en parlait beaucoup avant la crise Covid et on en parle encore plus aujourd'hui. Maître Lionel Vuidard, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat spécialiste en droit social, droit du travail au cabinet Linklaters. Merci d'être là. D'abord, sur le cadre juridique, indépendamment du Covid, qu'est-ce que c'est la rupture conventionnelle ? Écoutez, la rupture conventionnelle, c'est un dispositif qui a été créé en 2008, donc maintenant on commence à avoir un petit peu de recul. C'est un mode autonome en fait, de rupture du contrat de travail par lequel l'employeur et un salarié vont conclure d'un commun accord une rupture. Donc ça se distingue du licenciement et de la démission parce qu'on n'est pas sur une rupture imposée. Un licenciement, ça va être l'employeur qui va imposer la rupture. La démission, ça va être le salarié. Là, d'un commun accord. De gré à gré. De gré à gré, exactement. À ne pas confondre avec la rupture conventionnelle collective qui a été introduite plus tardivement en 2017, où là on est sur une réorganisation de l'entreprise avec comme point commun un volontariat au départ. Un volontariat, ça c'est important. Le gré à gré, il évite quoi ? Parce qu'en 2008, il y avait cette idée quand même sous-jacente de fluidifier la rupture. C'est-à-dire la possibilité, on l'entendait beaucoup à l'époque, on ne peut pas se séparer d'un collaborateur, c'est lourd, c'est des procédures, ça bloque. Là, avec cette rupture conventionnelle, on peut dire quoi ? Ça va plus vite ? Ça fluidifie le marché du travail ? Ah oui, complètement. De toute façon, la rupture conventionnelle, ça a connu un grand succès assez rapidement. Et en effet, les parties se sont emparées de cette nouvelle modalité de rupture. Année après année, on a vu le nombre de ruptures conventionnelles augmenter. Et ça a permis, en effet, aux entreprises et aux salariés qui étaient volontaires au départ, en alternative à une démission, par exemple, beaucoup de salariés maintenant... Où on ne touchait rien. Exactement. Vont essayer de négocier une rupture conventionnelle. Ça permet aux salariés de bénéficier notamment du chômage et d'une indemnité de rupture qui est au moins égale à l'indemnité de licenciement. C'est ça. Donc c'est quand même une rupture avantageuse pour le salarié. Il faut qu'elle soit évidemment acceptée par l'employeur parce que il y a parfois l'employeur qui soumet cette proposition aux salariés. Il y a souvent quand même, globalement en statistique, arrêtez-moi si je me trompe, c'est plutôt le salarié qui vient démarcher son DRH en disant si vous me proposiez une rupture conventionnelle, je ne serais pas contre. Ça se passe plutôt comme ça dans la vraie vie. Oui, en pratique, c'est vraiment les deux côtés. Vous avez soit en effet le salarié qui a un projet personnel ou qui a un nouveau job et qui se dit finalement, au lieu de démissionner, je vais essayer de négocier une rupture conventionnelle. Mais ça peut être aussi l'employeur qui va approcher le salarié et lui proposer un départ. Parce que c'est beaucoup plus sécurisé. Un licenciement, vous savez, il faut un motif, il y a potentiellement un contentieux derrière. Une rupture conventionnelle, on est sur quelque chose de très cadré. On passe par la case d'administration, mais généralement, l'administration vérifie simplement que l'indemnité est suffisante et ensuite donne son accord. C'est la DRETS, qui est la direction régionale, qui vient vérifier. C'est quoi les abus possibles ? Parce qu'il y a quand même une autorité administrative qui vérifie. C'est quoi ? Quel est le risque d'abus ? Puisque c'est du gré à gré, c'est du droit privé en quelque sorte. Alors l'administration va vérifier qu'il y a un véritable consentement du salarié. C'est ça. Donc exactement. Donc notamment s'il y a un contexte très conflictuel, bien qu'en principe ce ne soit pas une cause de refus en tant que tel, mais s'il y a par exemple un harcèlement caractérisé, l'administration ou derrière le juge en cas de contentieux peut annuler la rupture conventionnelle. Elle va aussi vérifier à l'administration le montant de l'indemnité de rupture, l'identité des parties et essentiellement que le consentement des salariés a été éclairé. Il faut préciser, Maître, que lorsqu'on signe une rupture conventionnelle, on signe aussi un document qui nous empêche, pour être très clair, de nous retourner ensuite, 6 mois plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Parce que c'est une clause très précise qu'on fait signer aux salariés en disant... Voilà, vous signez, vous prenez un chèque, vous prenez ensuite vos indemnités chômage, mais ensuite, il ne faut pas vous retourner contre l'entreprise. On est d'accord ? Alors, je vois faire la moue. Oui et non, parce qu'en réalité, la rupture conventionnelle, en tant que telle, ce n'est pas un document qui va empêcher le salarié de se retourner contre l'entreprise, contrairement aux idées reçues. C'est pas facile pour un salarié de se retourner contre l'entreprise une fois qu'il a signé la rupture conventionnelle, parce qu'il faut qu'il prouve en quelque sorte un vice de consentement. Mais vous avez quelques décisions, par exemple, s'il y a un contexte de PSE et que l'employeur n'a pas informé le salarié, il peut éventuellement essayer de se retourner contre l'entreprise. Dissimulation de l'information. Exactement, on est sur du dol, sur un vice du consentement. Il est aussi possible au salarié de complètement librement de contester tout ce qui concerne l'exécution de son contrat de travail. Par exemple, un salarié qui veut réclamer des heures supplémentaires, un rappel de bonus, quand bien même il aura signé une rupture conventionnelle, il pourra librement derrière réclamer, contester. C'est pour ça d'ailleurs que souvent en pratique, les parties concluent une transaction
mais la transaction ne pourra pas porter sur la rupture, puisque, comme vous l'avez dit, par essence, elle est consensuelle, mais la transaction portera sur l'exécution du contrat de travail. C'est avantageux pour l'entreprise sur le plan financier, parce qu'il y a un vrai débat. Il y a eu comme ça des charrettes, comme on dit, de rupture conventionnelle. Ça marche bien en ce moment? Vous le sentez que les ruptures conventionnelles sont bien utilisées dans cette période Covid, ou vous sentez une petite baisse? Comment ça se passe là en ce moment pour vous, concrètement? Alors, il y a toujours beaucoup de ruptures conventionnelles, ça continue à marcher. Ça marche très fort, bien. Mais on a vu en effet une petite baisse l'année dernière par rapport aux années antérieures. Il y a eu un tassement, on est autour de 425 000 ruptures conventionnelles par an, ce qui est une légère décrue. On peut imaginer que les salariés, dans ce contexte un peu particulier, hésitent un petit peu plus à accepter des ruptures conventionnelles. Il fait froid dehors, et en plus il fait froid dehors. Vous avez remarqué qu'il fait un peu plus froid. L'entreprise ne dépense pas plus, avant de nous quitter, sur le plan financier, puisque elle va engager cette rupture, elle va signer un contrat de gré à gré. Ça lui coûte plus cher à l'entreprise ou pas? Écoutez, en termes d'indemnité de rupture, c'est au minimum l'indemnité de licenciement. En pratique, pour que le salarié dise oui, il faut souvent mettre un petit peu plus. Par ailleurs, il n'y a pas de préavis obligatoire. Les parties vont librement choisir la date de rupture. Et donc souvent, l'équivalent du préavis est rajouté dans l'indemnité de rupture. Après, il y a des petites différences sur le régime social et fiscal. Vous avez notamment un forfait social qui va venir s'appliquer en plus. C'est la différence avec l'indemnité de licenciement. Donc là, on parlait de l'entreprise. Pour le salarié, c'est plutôt avantageux, cette rupture conventionnelle. Elle lui garantit une sécurité puisqu'elle touchera ses indemnités chômage. Il y a une carence, hein, on est bien d'accord? Oui. Tout le monde y passe à cette carence. Oui, pour le salarié, c'est beaucoup plus avantageux évidemment qu'une démission, puisque en effet, il va bénéficier de l'indemnité chômage et il est assuré d'avoir au moins le même montant que celui de l'indemnité de licenciement. Avant de nous quitter, vous évoquiez un léger tassement, même si le dispositif est plébiscité, c'est sûrement effectivement lié au chômage partiel aussi, au fait qu'on sécurise l'emploi. On risque d'avoir une remontée de ces ruptures conventionnelles. Dès lors, on l'évoque beaucoup, qu'on retirera la prise des aides sociales. Vous êtes d'accord? Oui. Vous le pressentez en tout cas? Oui, certainement. C'est vrai que la rupture conventionnelle ne peut pas non plus être un outil massif de réduction des effectifs. Et d'ailleurs, l'administration veille à ce qu'on n'ait pas non plus des dizaines de ruptures conventionnelles qui soient des plans sociaux déguisés. Exactement. Si on dépasse le seuil de 10, on risque d'avoir des problèmes avec l'administration et avec le juge plus tard. D'où l'importance de cette administration, de cette autorité administrative préfectorale qui vérifie que ce ne sont pas des plans sociaux déguisés, mais bien des discussions de gré à gré avec un collaborateur consentant. J'ai bien entendu le mot consentant. Merci maître Lionel Vuidard, avocat spécialiste en droit social et en droit du travail. Merci de nous avoir éclairé, puis vous reviendrez dans 6 mois pour voir où on en est exactement de ces ruptures conventionnelles. On fait une courte pause, vous connaissez notre rendez-vous, c'est le Cercle RH, on va s'intéresser avec la responsable de l'emploi à l'OCDE, c'est 37 pays dans le monde, pour savoir ce qui se passe en matière d'emploi, notamment dans l'hypothèse d'un après-Covid. Comment va se faire cette relance en matière d'emploi, de tourisme et de culture, c'est important. On parle trop peu de culture en matière de relance et ça pèse évidemment dans les PIB de chacun des pays de l'OCDE. On en parle avec elle, c'est dans quelques instants, c'est le grand entretien, mais d'abord une courte page de publicité.